Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait que Apple écoute enfin les gens, notamment moi, c'est parce que j'avais fait une suggestion, pas du tout, sur le fait que oui, ils devraient rendre leur iPhone plus facile à réparer. Alors, ce n'est qu'une première victoire, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus derrière. On a aussi le fait que les voitures en France, notamment, vont être limitées au niveau vitesse par défaut à partir de 2022, toutes les nouvelles voitures en tout cas. Donc ça c'est un sujet assez intéressant qui est en rapport avec la technologie. Et puis d'autres actualités comme notamment une nouvelle carte graphique chez AMD et ce genre de choses. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Donc évidemment la première news de la semaine qui a fait le plus parler d'elle, c'est le fait que Apple a annoncé un nouveau programme qui va arriver début 2022 d'abord aux États-Unis et puis dans d'autres pays. Et ce programme va permettre aux gens d'acheter des pièces de remplacement pour les iPhones et plus tard même pour les Mac pour tout simplement pouvoir les réparer. Donc ce programme d'ailleurs s'appelle le Self-Service Repair, donc service de réparation personnel ou fait par soi-même quoi en quelque sorte. J'ai du mal à traduire cette phrase en anglais. Et du coup, comme j'ai dit, ça arrive en début 2022. Alors déjà, plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que enfin, ça va être facile de trouver des pièces officielles, en tout cas plus facile. Et aussi, ça veut dire aussi qu'Apple va fournir un petit peu plus de documentation sur comment réparer certaines parties de chaque smartphone. Et notamment, s'ils font un service où vous pouvez réparer les trucs par vous-même, ils éviteront de faire des choses qu'on a déjà vu par le passé, où vous remplacez l'écran, plus de Face ID, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, toujours prendre avec des pincettes, parce que une compagnie comme Apple ne fait pas les choses par hasard. Ils ne le font pas par plaisir ou par respect de leurs consommateurs forcément, même s'il y en a qui respectent quand même un minimum leurs consommateurs. Ils font clairement ça parce que depuis, on va dire, 2019, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur et ça s'est accéléré beaucoup ces derniers temps. Il y a des mouvements de tout simplement qui sont créés pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des lois aux États-Unis, notamment pour avoir le droit de totalement réparer son iPhone, son MacBook ou même son tracteur. Ça, c'est assez important parce que, par exemple, vous avez des marques comme John Deere et tout ça qui ont des systèmes propriétaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réparer vous-même votre tracteur. Il y a tellement d'électronique maintenant que vous êtes obligé de le faire réparer dans un centre spécialisé qui, évidemment, coûte la blinde. Et les pièces aussi coûtent la peau des fesses, donc c'est fait exprès basiquement pour faire de l'argent après avoir vendu le tracteur. Ce qui est aussi un petit peu le cas d'Apple avec leur service de réparation. Je vous rappelle que Apple a un service qui s'appelle Apple Care, qui est vraiment designé pour ça aussi. Si c'était très facile de réparer son iPhone, moins de gens prendraient Apple Care, parce qu'ils auraient moins un intérêt à le prendre. Et aussi, moins de gens contacteraient Apple directement si c'était plus facile de faire réparer. Donc, ils en profitent du fait de pouvoir réparer les iPhones des gens et tout ça, ou même pouvoir en vendre des nouveaux. Donc, la raison pour laquelle ils ont pris cette décision, c'est tout simplement parce que la pression commence à augmenter et ils se disent, hey, on va prendre cette décision-là, qui veut dire qu'ils ont toujours le contrôle, hein, parce que c'est eux qui vont vendre les pièces, donc ils peuvent toujours les vendre à des prix exorbitants. Ils peuvent toujours vendre un écran 200 €, alors que sur le marché des pièces de remplacement tierces, vous pourrez aussi bien acheter pour 100 €. Donc, ils auront toujours un certain contrôle, c'est fait exprès. Mais en attendant, ça permet de lâcher un peu du lest et peut-être éviter de se choper des régulations ou plutôt des lois qui vont réguler un petit peu tout ce qui est en rapport avec ça et peut-être éviter justement de devoir rendre leur iPhone facile à réparer ou de fournir toutes les pièces et tout ça. Mais ne vous trompez pas, Apple ici fait ça parce qu'ils ont un intérêt aussi financier derrière. Donc, c'est une victoire, entre guillemets, mais c'est que le début de la bataille, selon moi. Encore une fois, et je sais que je me répète souvent sur le sujet, mais si j'achète un iPhone, si j'achète une voiture, si j'achète à peu près n'importe quoi, je devrais avoir le droit de le réparer. Et si c'est quelque chose que ça peut être dangereux parce que je l'ai réparé moi-même, eh bien, par exemple, une voiture, on peut obliger qu'on doit retourner au contrôle technique ou faire valider par un garagiste, tout ce genre de choses. Et si c'est pour un téléphone ou une TV, honnêtement, c'est pas très grave. Donc là, on devra avoir totalement le droit de pouvoir réparer. Et on devrait surtout avoir la possibilité d'acheter des pièces de remplacement, surtout si cet appareil est toujours en vente. Parce qu'il y a forcément des pièces de remplacement qui existent. Parce que, je ne sais pas si
vous vous rendez compte, mais on a un petit peu des problèmes au niveau écologique. Donc, une des meilleures façons de peut-être éviter de polluer plus la Terre, ce serait de justement avoir la possibilité de réparer nos appareils, tout simplement. Si vous pouvez durer 5 ans au lieu de 3 ans avec votre téléphone parce que vous avez pu remplacer l'écran parce qu'il était cassé, c'est un téléphone en moins pendant 2 ans qui aura été fabriqué et c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc, j'espère que malgré, ou plutôt, j'espère que même si Apple lâche de l'Est, il ne va pas avoir justement de l'Est qui est lâché au niveau régulation et tout ça. Je me demande encore, il faudra que je regarde si ça avance un petit peu au niveau européen, d'ailleurs, au niveau des lois de réparation et tout ça. Ça avance un petit peu, hein, il y en a, je le sais. Mais c'est juste que je me demande où elles en sont à l'heure actuelle, ces différentes lois en cours de préparation, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Surtout que ça ne ferait pas de mal de, honnêtement, encore une fois, pouvoir réparer son appareil soi-même. Et si vous êtes, et je le redis encore une fois, ça aussi, si vous êtes en mode, j'en ai rien à faire de pouvoir réparer mon iPhone moi-même, je ne sais pas le faire, même si pour vous, vous ne savez pas le faire et que vous n'en avez rien à faire, c'est une bonne chose pour vous. Parce que si c'est facile de le réparer, vous pouvez aller facilement à une boutique au coin de votre rue, faire réparer votre iPhone pour vraiment le strict minimum d'argent que c'est censé coûter, et voilà, avoir votre téléphone réparé, quoi. Alors qu'à l'heure actuelle, pour certains trucs, si vous voulez le faire réparer, c'est par Apple. Il y a même des gens qui m'ont dit dans les commentaires que dans certains pays, vous n'avez pas justement de service Apple, donc vous devez l'envoyer par genre colis pour le faire réparer, donc ça prend du temps, et surtout, genre ça peut vous coûter de l'argent, justement, de le faire réparer, en plus du coût de réparation. Donc, il serait peut-être temps qu'on puisse réparer beaucoup plus facilement nos téléphones et tout ça. Aussi, un truc qu'il faut noter, notamment le cas avec l'iPhone, hein, on a un magnifique écran, ou plutôt un arrière en verre, et c'est le cas avec beaucoup de smartphones. Le fait de réparer un smartphone maintenant est beaucoup plus compliqué voilà quelques années. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait que ce soit amélioré. Un téléphone ne devrait pas être conçu pour être assemblé une fois. Un téléphone devrait être conçu pour pouvoir être désassemblé. Donc notamment avec les iPhones, c'est un calvaire pas possible. Alors, ils sont plus faciles à réparer en réalité que, par exemple, les Galaxy S20 et tout ça. Mais le problème un petit peu avec les iPhones, c'est que il est complexe pour rien du tout. Genre, il y a plein de vis différentes, alors qu'il pourrait utiliser une vis. Il y a des petits trucs, des petits systèmes que vous vous dites, mais à quoi ça sert? Parce que, encore une fois, par exemple, quand vous voyez la Galaxy Fold 3 de Samsung, qui est hyper complexe, il y a un écran pliable dedans, ils n'ont pas tous ces petits mécanismes que fait Apple, quoi. Genre des petits trucs en métal pour maintenir les choses en place et tout ça, qui honnêtement la plupart du temps ne sert à rien, mais qui rajoutent de la complexité, qui rajoutent même en quelque sorte du poids d'ailleurs, donc ça peut être un petit peu gênant je trouve, et complique la réparation en fait. Parce que si vous devez dire oh oui alors j'ai 5 vis différentes dans mon iPhone, il faut que ça complexifie tellement en fait que quand les gens regardent un guide de réparation ils se disent ah ben non je vais pas le faire, alors qu'ils auraient pu aussi bien le faire s'il y avait juste un type de vis. Donc je pense aussi qu'on devrait avoir plus de facilité à réparer les choses à ce niveau-là. Un iPhone ou même n'importe quel smartphone selon moi maintenant devrait être designé pour pouvoir être réparé. C'est la même chose avec les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes et même selon moi les TV et tout ça en tout genre. Il y a des fois des trucs qui sont vraiment faits pour vous empêcher de réparer. Je pense notamment aux TV. L'un des trucs qui meurt en premier dans une TV, c'est l'alimentation. Donc c'est pour ça que par exemple certains écrans ont une brique d'alimentation externe. J'ai toujours trouvé ça embêtant parce que vous avez une brique d'alimentation externe, ça prend de la place, tout ça. Mais au final, c'est bien parce que si elle meurt, vous pouvez la remplacer hyper facilement. Alors qu'un écran où c'est intégré, bonne chance. Vous devez ouvrir l'écran, ce qui n'est pas si compliqué par l'arrière, mais vous devez toucher à une alimentation qui peut être dangereuse. Il y a des tensions mortelles dessus. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour améliorer un petit peu la réparabilité. Même chose avec, comme j'ai dit, tout ce qui est électronique de manière générale, ordinateur portable, pour pouvoir remplacer la RAM. Bien sûr, la RAM est soudée en place. Les téléphones, les batteries sont collées au châssis du téléphone, alors qu'il n'y a aucune raison de le coller, franchement. C'est même, selon moi, encore plus stupide, parce qu'une batterie, il vaut mieux... Alors, il ne faut pas qu'elle se déplace, évidemment, mais il faut juste la maintenir en place. C'est le plus important. Mais la coller d'un côté, peut-être... Selon moi, ça me paraît un petit peu contre-productif parce que ça rend juste tellement plus compliqué de l'enlever que
quand vous allez essayer de l'enlever avec un truc pour passer en dessous de la batterie, vous allez aussi bien faire un trou dans la batterie et là, vous allez vous choper un feu en fait. Vu qu'une batterie au lithium, dès qu'elle est en contact avec l'air, le lithium, ça prend feu directement. Donc, si vous pouviez juste enlever la batterie facilement, ça éviterait ce genre d'accident. Donc, c'est ce que je dis. C'est une première étape et j'espère que d'autres marques vont prendre exemple, mais on est encore très loin d'avoir gagné la bataille. Donc, faut pas se relâcher là-dessus. En parlant de pas se relâcher, c'est le Black Friday cette semaine, et ça n'a rien à voir avec le fait de pas se relâcher, mais c'est pas grave. Du coup, comme d'habitude, il y a plein de promotions et tout ça, donc je vais pas vous montrer des promotions dans cette vidéo-là, il y en a partout et littéralement à peu près pour n'importe quoi. Je donnerai juste les règles habituelles du, selon moi, Black Friday, des promotions de manière générale. C'est, première règle, quand vous voyez une énorme réduction sur un site web, vérifiez toujours sur d'autres sites web le prix aussi. Parce que peut-être que Amazon va vous dire « Ouais, j'enlève 500 € sur le prix de ce truc-là. » Et en fait, vous regardez, et sur les autres sites, il y avait déjà 300 € d'enlevé au prix de base, en fait. Le prix indiqué, barré par Amazon n'est pas le vrai prix. Ils le font souvent, ça. Genre, ils disent « Ah oui, cet ordinateur portable coûtait 2000 €. On l'a mis à 1500, mais en fait, il ne coûtait pas 2000 €. Sur les autres sites, il était déjà à 1600, 1700 aussi bien. » Donc vérifiez toujours, n'importe quel produit, hein, ça peut être aussi un tout petit produit qui coûte 10 € franchement. Des fois, vous allez voir que la réduction n'est pas aussi intéressante qu'ils le font paraître et du coup, peut-être que ça ne vaut pas vraiment la peine. Deuxième règle, selon moi très importante du Black Friday et des promotions, c'est acheter seulement si vous en avez besoin. Parce que des fois, vous allez voir, c'est le mécanisme un petit peu de ces promotions, vous dites « Oh, il y a une méga promotion là-dessus ». Oh, ce serait dommage de le manquer. Mais en fait, non, si vous n'en avez pas besoin, ben, vous n'en avez rien à faire de le manquer, vu que vous n'en avez pas besoin. Donc, quand vous voyez même une énorme réduction sur quelque chose que vous utiliseriez, hein, je ne dis pas que vous n'en auriez pas vraiment besoin ou que vous n'auriez pas une utilité, mais dites-vous juste 5 secondes dans votre tête, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et juste, voilà. Après avoir fait cette décision, peut-être vous le prenez. Et puis, la troisième règle, c'est évidemment de bien vérifier toutes les offres et tout ça, et les concurrences aussi. Donc peut-être que si vous voyez un SSD en promotion, regardez les autres marques de SSD et essayez de voir vraiment ce qui est le plus intéressant. Et tenez compte que des fois, il faut chercher pas mal pour trouver des bonnes offres. La plupart des offres pendant le Black Friday, selon moi, ne sont pas intéressantes, franchement. C'est genre 10 € de réduction sur un truc à 200 €, mais au final, vous vous rendez compte que c'est... Bien souvent, c'est des invendus, en fait. Et c'est le principe, d'ailleurs, du Black Friday. Normalement, le Black Friday, c'est pour se débarrasser de tous les invendus avant les fêtes de fin d'année. Mais maintenant, c'est plus devenu un truc de promotion de manière générale. Ça dure même toute une semaine, hein, parce que c'est déjà le Black Friday, alors qu'on n'est clairement pas vendredi. Mais bon, du coup, tenez compte que bien souvent, quelque chose qui est en méga réduction, c'est quelque chose qui aussi bien été totalement invendu parce qu'il n'est pas bon, parce que les gens ne voulaient pas l'acheter. Donc, vérifiez aussi les tests pour voir si ce produit est réellement intéressant, réellement bon. Après, tenez compte quand même que s'il y a une énorme réduction dessus, des fois, ça le rend intéressant. Il y a des produits, leur seul problème, c'est pas qu'ils ont un problème, c'est juste le prix, en fait. Je pense notamment, un meilleur exemple, ce serait la RTX 3080 Ti. Bon, il n'y aura pas de Black Friday sur les cartes graphiques, ça c'est sûr, ne vous attendez pas à ça. Il y en aura sur les cartes mères, certainement, peut-être un peu les processeurs et tout ça, les SSD, la RAM, ça c'est sûr, mais pas sur les cartes graphiques. Ça, j'en suis pratiquement sûr à 100%, c'est juste pas possible à l'heure actuelle. Mais juste pour vous donner un exemple, une 3080 Ti, à son prix annoncé par rapport à une 3080, elle n'est pas intéressante. Mais si vous avez une énorme réduction dessus, celle-là, ça peut valoir la peine. Donc ça, c'est la même chose ici. Peut-être qu'un produit était pas bon parce qu'il était trop cher, mais avec cette nouvelle réduction, il devient intéressant. Après, il faut voir aussi si les produits concurrents, eux aussi, n'ont pas une réduction qui les rend encore plus intéressants. Mais bon, bref, je pense que vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Vous pouvez décider par vous-même si une offre est intéressante, mais je vous donne juste quelques conseils comme à chaque fois. Toujours vérifier si c'est vraiment une bonne offre, toujours vérifier s'il n'y a pas d'autres offres plus intéressantes et toujours vérifier si vous en avez vraiment besoin. Parce que, encore une fois, ce serait un peu dommage d'acheter un truc pour rien. Ensuite, on a une news qui concerne les nouvelles voitures qui seront vendues dans l'Union européenne et aussi construites à partir de juillet 2022. Elles auront toutes, à partir de cette date-là, et ça inclut la France, un nouveau limiteur de vitesse qui, en gros, va limiter la vitesse de la voiture automatiquement selon
ben, la vitesse d'une route ou autre, afin d'éviter de faire des excès de vitesse. Alors vous allez me dire comment ils vont faire ça. Premièrement, ils vont utiliser tout ce qui est GPS, forcément. Quand vous avez un GPS, vous devez le voir, il vous indique souvent la limite de vitesse indiquée pour cette route. Donc rien qu'avec cette information, la voiture pourrait savoir à quelle vitesse elle est censée rouler maximum. Ensuite, ils vont utiliser des caméras à l'avant des voitures pour détecter les panneaux de signalisation, tout simplement, pour savoir quelle est la vraie limite de vitesse. Des fois, si par exemple, s'il y a des travaux, ça change par rapport aux données du GPS. Et du coup, ils vont, pour ceux qui se demandent, ils ne vont pas freiner d'un coup si vous roulez trop vite ou autre chose. Genre, si vous êtes dans une zone à 120, vous allez dans une zone à 80, vous n'allez pas freiner d'un coup. Ce que va faire la voiture, c'est que la pédale d'accélération va devenir de plus en plus dure. Et du coup, ça va vous forcer à la relâcher petit à petit, en fait. Et donc, vous allez ralentir progressivement. Alors, je pense que vous devez bien vous en douter. Il y a plein de problèmes qui se présentent déjà, rien qu'à penser à un tel système. Qu'est-ce qui va arriver des excès de vitesse? Si je fais un excès de vitesse alors que ce système-là était activé, est-ce que c'est de ma faute? Moi, je dirais que non. Est-ce que ce système-là va bien marcher? Est-ce que d'un coup, la pédale d'accélération va pas se durcir alors que je suis sur l'autoroute à du 120 km/h parce que juste il y a eu un glitch et le truc a cru que c'était d'un coup limité à 40 km/h? Ça pourrait totalement arriver. Est-ce que ça va réussir à détecter correctement les panneaux de signalisation? Est-ce que ça va pas se faire tromper par de faux panneaux de signalisation? C'est plein d'interrogations, plein de problèmes. C'est aussi, au final, ce qui m'étonne le plus avec ce système. Alors, il faut savoir qu'il est désactivable. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il faut le désactiver à chaque démarrage, si je me souviens bien. Donc, il faudra en tenir compte. Donc, il se réactivera par défaut. Mais le truc qui m'étonne le plus, c'est que les voitures autonomes, les voitures qui peuvent conduire d'elles-mêmes, sont en train d'être petit à petit, ça prend du temps, en train d'être testées pour voir si on peut les utiliser en conditions réelles. Et ça, alors c'est pas une voiture autonome évidemment, mais ça régule, ça limite la vitesse automatiquement. C'est un peu comme une voiture autonome en quelque sorte. Donc forcément, moi ce que je ne comprends pas trop en vrai, c'est que la décision est plutôt rapide. Genre là, il y a un peu plus de 6 mois pour mettre en place tout ça. Un peu plus de 6 mois pour tester un tel système. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors évidemment, il y a beaucoup de marques qui ont déjà des limiteurs de vitesse intégrés à leur voiture et tout ça. Donc il y en a qui ont déjà un petit peu testé, mais il y a certaines marques qui ont aussi bien rien de préparé en fait. Donc ils ont 6 mois pour le faire et 6 mois pour tester pour la sécurité des gens et tout ça, c'est vraiment court. Donc, yep. Le truc, c'est que, selon moi, oui, on roule trop vite, mais après, il faut aussi savoir que les panneaux de signalisation sur les routes, vous voyez des routes des fois limitées à 80, puis vous vous rendez compte que c'est juste une énorme ligne droite, vous pourriez rouler plus. Et puis des fois, vous avez des routes limitées à plus, mais c'est plein de virages et c'est hyper dangereux. Des fois, les panneaux ne reflètent pas la réalité. C'est plus, selon moi, des recommandations de vitesse en réalité, alors qu'aux yeux de la loi, c'est vraiment la vitesse que vous êtes censé rouler maximum. Mais après, évidemment, ils disent dans le code de la route en réalité que vous devez adapter votre vitesse, évidemment, aux conditions réelles, hein, s'il pleut, s'il neige ou autre chose. Mais là, je parle même quand il fait parfaitement beau et tout ça, la route, il fait beau. Il y a des routes réellement qui sont dangereuses si vous suivez la limitation de vitesse, réellement. Parce que elle était mal choisie, quoi. Ça tient pas en compte qu'il y a peut-être des poids lourds qui se déplacent sur la même route, tout ce genre de choses. Il y a aussi le fait que des fois, vous allez rouler à la limite de vitesse, mais le trafic est peut-être plus rapide. Parce que la plupart des gens se disent « Oh, mais c'est un tronçon tout droit, on peut rouler un peu plus vite, c'est pas grave. » Et du coup, le fait de rouler à la limite de vitesse, c'est vous qui êtes dangereux. Parce que les autres automobilistes sont en mode « Pourquoi ils roulent aussi lentement? Ils vont essayer de vous dépasser et tout ça. » Et ça va augmenter les chances d'un crash ou de manœuvres dangereuses. Donc, yep, rien que ça, on a déjà un problème quand on y pense au niveau de limitation de vitesse. Donc, si on rajoute en plus un système qui le fait automatiquement pour nous, ça devient vraiment... Ça peut rajouter beaucoup de problèmes, en fait. Je pense réellement qu'il y a une bonne chose à faire avec ça. Mais le problème, c'est que je ne suis pas convaincu par l'implémentation. Système GPS, ça marche bien, mais s'il y a des travaux d'un coup, comment mon GPS est censé savoir? Ben ça, c'est pour ça qu'il y a des caméras. Mais
Est-ce que les caméras vont bien marcher? S'il pleut, s'il y a du brouillard, s'il neige, comment les caméras vont voir? Du coup, s'il y a des travaux, peut-être alors qu'il pleut, évidemment, ils ne travaillent pas, mais il y a des travaux encore en cours, donc la route se réduit peut-être, il y a des limitations de vitesse. Comment ça va détecter, en fait? Alors oui, je suis censé toujours conduire et ralentir et tout ça, hein, c'est sûr et certain, mais le problème qu'on a souvent vu avec ce genre de système, et ça a déjà été testé, c'est très intéressant, ça, je vous invite à regarder, mais quand vous enlevez des responsabilités des mains des gens, comme par exemple surveiller la vitesse, ça devient plus dangereux parce que les gens n'y font plus du tout attention. Ils se disent « Oh, mais la voiture va le faire pour moi ». Et du coup, ils n'y regardent plus du tout. Et quand il y a un problème, qui roule trop vite ou autre, bah, ils s'en fichent en fait. Pour eux, ils se disent « Oh, mais si je roule à cette vitesse, c'est parce que la voiture considère que je dois rouler à cette vitesse. » Genre la pédale ne s'est pas durcie ou autre chose, donc ça veut dire que oui, je suis censé rouler à cette vitesse. Et aussi bien, ça va les amener à un crash. Il y a des pays qui ont testé, par exemple, d'enlever les feux rouges dans certaines intersections parce que le feu rouge ralentissait trop le trafic. Parce que des fois, vous avez beaucoup de voitures qui viennent seulement de deux côtés, pas des autres, et tout. Donc, ils ont testé de juste enlever les feux rouges. Et en fait, comme il n'y avait plus de feux rouges, les gens regardaient, en fait. Ils prenaient plus le temps de regarder et de faire moins confiance aux feux rouges. Parce que des fois, les gens se disent « Oh, ben, c'est vert, c'est à moi de passer. » Et ils ne regardent pas, ils avancent. Parce qu'ils se disent « Oh, ben, c'est vert, c'est à moi de passer. » Donc, yep. Alors, je ne dis pas que ce que je viens de dire là est véridique pour tout, mais il y a déjà eu des preuves comme quoi, des fois, enlever trop de responsabilités des mains des gens peut amener à des situations plus dangereuses au final. Parce qu'ils ont toujours des responsabilités. Évidemment, dans un monde parfait, si on avait des voitures autonomes qui marchaient parfaitement, ce serait beaucoup moins dangereux, évidemment, qu'un être humain qui conduit. Parce que l'être humain a beaucoup de défauts. L'être humain peut avoir juste une très mauvaise journée qui fait qu'il a du mal à suivre ce qui se passe sur la route. Il peut avoir pris des substances, il peut avoir fait plein de choses, en fait. Mais bon, ça, c'est un monde parfait. Là, on n'est pas dans un monde parfait, et ce système-là ne sera certainement pas parfait non plus. Donc, yep, je ne suis pas totalement convaincu personnellement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, et je pense que ça a toujours été stupide qu'on ait des voitures produites qui peuvent rouler à 200 km/h alors que toutes les routes sont limitées à 120 ou 130. Genre, à quoi ça sert? Genre, vous avez une voiture qui roule à 200, à quoi ça sert en fait? On devrait peut-être déjà commencer par arrêter de faire ça. Alors oui, il y en a qui vont gueuler directement en mode « Oui, mais moi j'aime bien les voitures de sport et tout ça. » Je suis totalement d'accord, mais soyons réalistes. Pour 99% des gens, ils n'ont pas besoin d'une voiture qui roule à plus de 150 km/h. C'est juste non nécessaire. Oui, il y a des gens qui vont aller sur un circuit pour s'amuser à rouler plus vite et tout ça. Il y a des voitures en Allemagne où vous avez des sections d'autoroute en Allemagne où vous pouvez rouler il n'y a pas de limitation de vitesse. Mais à part ces cas particuliers, très particuliers, surtout en France, vous n'avez pas besoin de rouler à plus de 150 km/h. Et je ne dis pas que les voitures doivent être plus lentes. Il vaut mieux limite avoir une voiture qui accélère mieux qu'une voiture qui a une vitesse maximale qui lui sert à rien en fait. On devrait aussi améliorer les freins. En réalité, sur les voitures, selon moi. Genre, au lieu de dépenser de l'argent à mettre un énorme moteur dans une voiture, on devrait mettre plus d'argent dans les freins, en fait. Avec des meilleurs freins, ça éviterait beaucoup plus de crash. Si votre voiture pouvait vraiment freiner très vite, ça vous éviterait justement des accidents. Si on avait plus de systèmes pour détecter s'il y a un objet juste devant la voiture et que la voiture doit freiner, ça éviterait aussi des accidents. Il y a déjà des systèmes comme ça en place. Évidemment, il faut s'assurer qu'ils marchent bien, mais yep. Donc, voilà, je dis juste, il y a plein d'autres, certainement, façons d'améliorer avant d'en arriver à une décision aussi controversée. Pour moi, c'est controversé, clairement. Parce qu'encore une fois, 6 mois, un peu plus de 6 mois pour le mettre en place, je suis pas sûr que ça va être parfaitement mis en place, franchement. J'ai des doutes. Et puis le truc, c'est que ça peut être désactivé au démarrage, et la plupart des voitures sur la route ne l'auront même pas, ce système-là. Donc, ouais. Bon, après, vous allez me dire qu'il faut bien commencer quelque part, c'est vrai. Mais je pense qu'ils auraient dû laisser un petit peu plus de temps et le faire mieux. Peut-être le faire avec... Ouais, je sais pas. Il faudra voir. Je suis curieux, franchement. Je suis vraiment curieux de ce que ça va donner. Une chose est sûre, vous devriez toujours faire attention aux limitations de vitesse par vous-même afin d'éviter de rouler trop vite.
ou de ne pas rouler assez vite aussi, ça c'est important, ça marche dans les deux sens. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera, mais je ne suis pas convaincu et je pense que ça va plus énerver certaines personnes qu'autre chose. Après, je sais que beaucoup de personnes vont être en mode ah oui, c'est cool parce que voilà, hein, il vaut mieux ça. Après, yep. Je tiens à préciser aussi qu'en tant que Belge, je vois un peu tout ce qui se passe en France au niveau des limites, enfin des radars de vitesse. On en a en Belgique aussi, mais c'est un sport national en France en fait. De ce qu'on voit nous de l'extérieur, on se dit waouh, c'est un sport national. Vous d'en mettre le plus possible, d'en avoir partout pour limiter le plus possible la vitesse des gens. Alors que est-ce que ça marche? Ça marche, mais est-ce que ça marche réellement? Ou est-ce que c'est plus aussi une façon de faire un peu d'argent? Ça reste à décider. Bon, ça, au moins, ça fait pas d'argent parce que c'est pas comme si, oh, genre, vous roulez trop vite, le limitateur de vitesse le détecte, vous êtes facturé ou autre chose. Donc, au moins, vous pouvez le voir dans le sens que c'est pas fait pour vous soutirer de l'argent. Donc, ma foi, c'est une bonne chose, au moins. Mais bon, on verra bien si ça marche bien. Ensuite, on a des news sur le fait qu'un Pixel 6a arrive. Et donc, il y a même une image qui a été montrée. Comme vous pouvez voir, on a à peu près le même design que sur le Pixel 6. Sauf que la différence ici, c'est que le module caméra est plus petit sur le Pixel 6a et aussi l'écran est plus petit. Donc, c'est un 6,2 pouces pour information par rapport à 6,4 pouces sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, évidemment, qui est à 6,7 pouces. Donc, personnellement, ça m'intéresse énormément parce que je vous rappelle que le Pixel 6 est certainement l'un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter haut de gamme et qui coûte 600 euros. Ça fait des années et des années qu'on n'a pas eu un smartphone qu'on peut vraiment considérer comme haut de gamme à 600 euros, franchement. Donc ça, c'est vraiment cool à voir. Et ça veut dire que ce Pixel 6a devrait coûter 300-400 euros. J'espère qu'ils mettront quand même un bon Snapdragon dedans, peut-être un... Il y a le 768 ou 700, oui, 768 qui existe. Je sais plus, il y en a un qui est meilleur qui existe, ou peut-être un Snapdragon 870 suffirait. Après, peut-être que Google va faire sa propre puce, encore une fois, on verra bien. J'espère juste que ça va être une puce suffisamment puissante qui va vraiment valoir la peine par rapport aux autres smartphones au même prix. Et surtout que ça va suivre au niveau caméra, ça va suivre au niveau logiciel. Bon, logiciel, ça suivra certainement, mais faut voir au niveau caméra. Il y avait aussi, du coup, des petites news. J'en profite pour hijacker par rapport au Pixel 6. Il y a eu quelques problèmes avec le Pixel 6. Il y en a à chaque fois, en réalité. Chaque année qu'il y a un Pixel qui sort, vous avez toujours un truc avec. Alors, des fois, c'est pas grave, mais des fois, c'est plus grave. Je me souviens qu'une année, c'était un problème d'écran. D'une autre année, c'était un problème de... Il y a eu aussi un problème de module photo qui mourait au bout de quelques années, sur les anciens Pixels notamment. Donc là, cette année-ci, le problème, c'est que le Pixel 6 ne charge pas aussi vite qu'il est censé charger. Yep, il charge jusqu'à 23 watts, alors qu'il devrait charger jusqu'à 30 watts, si je me souviens bien. Donc là, c'est what? Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Et il y avait aussi un problème avec le capteur d'empreinte qui a du mal un peu à fonctionner. Il me semble qu'ils utilisent le même genre de capteur que Samsung. Donc ce sont des capteurs à ultrasons et pas optiques. Et du coup, les capteurs à ultrasons sont censés être plus sécurisés. Mais en fait, ils ont le problème que des fois, ils ont du mal, en fait. Ils vont beaucoup avoir du mal à des fois détecter l'empreinte et du coup refuser. Et du coup, il va falloir essayer plusieurs fois. Ils prennent plus de temps aussi. Donc, les capteurs optiques sont beaucoup plus rapides, mais moins sécurisés, évidemment. Donc, il y a quelque chose à améliorer ici aussi. Ils ont fait une mise à jour logicielle pour l'améliorer normalement, mais il faudra voir. Mais c'était un peu les deux problèmes. C'est un SSD Pixel. C'est pas des énormes problèmes, selon moi, surtout le chargement. Oui, c'est dommage. C'est dommage, mais 23 watts, c'est toujours suffisamment rapide. Même si, évidemment, quand vous pouvez charger... J'ai déjà testé des smartphones qui chargent à 65 watts. C'est quand même génial de pouvoir juste brancher un smartphone et 20 minutes plus tard, vous avez assez de batterie pour durer des heures. C'est vraiment génial. Ça vous permet de vite reprendre un coup de jus et de repartir et faire ce que vous devez faire. Alors que 23 watts, vous allez rester un peu plus longtemps devant le chargeur, ça c'est sûr. Donc, yep. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, ce Pixel 6a. Moi, je suis assez intéressé. Le Pixel 6 est excellent. Bon, j'ai pas pu acheter le 6 Pro parce qu'il est hors stock partout. Et je voulais l'acheter. Donc, voilà. Je voulais faire un test dessus. Bon, maintenant, il est trop tard. Hein, donc,
vais juste attendre l'année prochaine pour voir ce qui sortira, ma foi. Mais en attendant, oui, j'ai hâte de voir ce que donne ce Pixel 6a. Et j'espère que ce sera aussi une excellente recommandation à faire, parce que plus il y a de smartphones intéressants, à surtout bon prix, mieux c'est pour tout le monde. Ensuite, on a une news follow-up un petit peu sur le deal de Nvidia et ARM. Je vous rappelle que Nvidia veut racheter ARM, qui est du coup la compagnie derrière le design de beaucoup de processeurs que vous avez dans des téléphones portables, ou en tout cas la base du design. Donc même Apple, même Qualcomm et tout ça utilisent le design de base d'ARM et puis après le remodifient pour rajouter ou faire ce qu'ils veulent un petit peu avec. Mais du coup, c'est évidemment un énorme deal, on en avait déjà parlé. Si Nvidia rachète ARM, ils ont basiquement le contrôle, on peut le dire, sur la plupart des téléphones mobiles. Donc, ce sera assez important en réalité. Enfin, contrôle. C'est pas un total contrôle quand même, parce que les marques ont quand même la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec souvent le design. Mais ils ont une possibilité quand même de mettre un petit peu de pression quand même sur certaines choses. Mais on avait vu aussi les côtés positifs de ce rachat. Ce serait par exemple le fait d'avoir des meilleures puces graphiques dans tous les téléphones portables. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Mais bon, le truc ici, c'est que c'est encore en cours d'analyse. Donc, contrairement à ce que vous pourriez croire, n'importe quelle compagnie peut juste arriver et dire « Oh, je rachète mon concurrent. » Voilà, pour X milliards. Non, non, des fois, il faut valider. Donc là, c'est en cours d'analyse par le FTC aux États-Unis. Vous avez aussi des analyses au niveau du Royaume-Uni, parce que c'est là où est basé ARM, et aussi au niveau européen. Et le truc, c'est que si ça bloque sur un des marchés, ça bloque partout en réalité. Ou en tout cas, ça compliquerait beaucoup les choses. Donc, yep, autant le dire, Nvidia a du travail à faire pour essayer de faire que ce soit validé, parce que yep, si c'est juste invalidé par exemple en Europe, ça va être compliqué quand même pour eux. Donc je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Le truc, c'est que je suis encore dubitatif sur ce rachat, parce que notamment l'un des gros problèmes d'Nvidia, c'est qu'ils supportent pas trop Linux, genre, ou en tout cas ils traînent les pieds pour supporter correctement Linux. Et le truc, c'est que tout ce qui est ARM, c'est souvent basé sous Linux ou Unix. Donc Android, c'est Linux, basiquement, c'est un fork de Linux. iOS, c'est Unix, par contre, c'est un fork de Unix, si je me souviens bien. C'est pas Linux, hein, iOS, je ne sais même plus. Est-ce que quelqu'un le sait? Parce que Mac OS X est basé sur Unix. Donc je suppose que iOS aussi, ce serait le plus logique. Donc, si Nvidia a du mal des fois un peu à supporter Linux, là, ils vont littéralement hériter du plus grand fabricant de processeurs, enfin pas fabricant, du plus grand designer de processeurs pour appareils qui tournent sous Linux en fait. Donc, yep. Après, évidemment, ils rachètent ARM, c'est-à-dire qu'ils ont tous les ingénieurs d'ARM normalement, les mêmes ingénieurs qui ont supporté Linux jusqu'à maintenant, donc voilà. Peut-être même que ça va améliorer un petit peu les choses avec Nvidia et Linux, même si j'y crois pas trop, ça pourrait être possible. Et peut-être que juste ce rachat dans les premières années, de toute manière, sera très passif. Ça s'est déjà fait, hein. Il y a déjà des rachats qui ont été faits où ils rachètent, mais ils laissent tourner l'entreprise derrière et ils ne font rien en fait. Enfin, ils font des directives et tout ça, ils donnent une direction, mais ils ne changent pas radicalement l'entreprise. Donc peut-être que ce sera le cas. On verra bien. Voilà, c'est quand même quelque chose que il faut poser le pour et le contre. Et c'est justement le travail de tous ces organismes, hein, le FTC et les organismes européens et tout ça, ils vont peser le pour et le contre. Est-ce que ce rachat n'est pas justement un problème? Est-ce que ça ne va pas diminuer la concurrence sur le marché? Est-ce que ça ne va pas compliquer les choses? Parce que par exemple, AMD utilise des designs ARM pour certains trucs. Est-ce que Nvidia ne va pas mettre des bâtons dans les roues d'AMD? C'est tout à fait possible. Donc, il faudra voir. Ensuite, on passe à une news controverse ici avec Streamlabs et Streamlabs OBS notamment. Donc, Streamlabs, si vous ne savez pas, c'est une entreprise qui a commencé en faisant tout ce qui est système de donation Twitch. Donc, c'était Twitch Alert, il me semble, à l'époque. Puis, ils sont renommés en Streamlabs. Ensuite, ils ont fait un fork de OBS Studio, qu'ils ont appelé Streamlabs OBS. Et je vais parler un peu plus de ça aussi après. Et puis après, ils se sont fait racheter d'ailleurs par Logitech et ils ont continué d'opérer et de faire de plus en plus de services. Notamment, ils ont rajouté des services d'overlay payants dans leur Streamlabs OBS. Comme ça, vous pouvez avoir un overlay automatiquement, un peu comme Onet Pro, dont je fais souvent la promotion d'ailleurs.
Et vous avez aussi d'autres systèmes rajoutés par-ci, par-là dessus, et notamment des applications tierces qu'ils ont rajoutées et qui sont aussi importantes dans l'histoire. Du coup, quel est le problème avec Streamlabs OBS? Eh bien, le truc, c'est que je ne le savais même pas non plus. Alors, j'avais déjà vu des trucs un peu louches avec eux, notamment le truc où, quand vous faisiez des tips sur Streamlabs OBS, ça vous mettait automatiquement, si vous ne regardiez pas, un abonnement payant pour leur service. Donc ça, c'était déjà salaud. Mais aussi, je ne le savais pas, quand ils ont fait Streamlabs OBS, moi, je croyais qu'ils avaient eu l'autorisation, en fait. Je croyais qu'ils avaient le droit de faire ça. Non, ils n'avaient pas le droit. L'équipe de OBS Studio, qui a fait donc la base du code, en tout cas pour Streamlabs OBS, qui est un produit, qui est un truc open source d'ailleurs. Vous pouvez aller prendre le code d'OBS Studio, faire des modifications, faire des ajouts par vous-même et juste l'utiliser. Hein. Eh bien, eux, l'équipe derrière OBS Studio, n'ont jamais donné l'autorisation pour que Streamlabs OBS rajoute OBS dans le nom. Ils auraient dû normalement l'appeler Streamlabs Studio ou quelque chose dans le genre. Mais ils l'ont appelé Streamlabs OBS. Et ils ont fait d'autres trucs encore plus alors. Parce que OBS Studio leur a dit de genre corriger ça, de changer de nom. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont essayé plusieurs fois de leur demander. Et après, en plus de ça, quand vous tapez sur certains navigateurs, ou plutôt certains moteurs de recherche, notamment Bing, si vous tapez OBS Studio, vous allez tomber sur des pubs qui vous mettent Streamlabs OBS en premier. Donc ça veut dire que des gens croient télécharger OBS Studio, mais en fait, ils prennent Streamlabs OBS. Donc ça, c'est aussi salaud, évidemment. Mais ça ne s'arrête pas là. La raison pour laquelle il y a eu une controverse récemment, c'est que vous avez un service qui s'est fait totalement copier par eux. Genre, totalement copié. Il n'y a même pas de questions à poser ici. Le service était totalement copié. Je vais vous remettre l'image, parce qu'ils l'ont changé depuis, il faut le savoir. Donc, à gauche, vous avez justement le service original qui était... Livestream, il me semble que c'était ça. C'est un service qui vous permettait de streamer vos jeux console en fait sans avoir de PC. Donc en gros, vous streamiez sur un service payant qui restreamait sur votre chaîne Twitch pour vous et ça rajoutait overlay tout le tralala. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, Streamlabs OBS a fait la même chose. Ils l'ont appelé Streamlabs Studio, c'est ça, voilà. Parce qu'ils auraient dû appeler Streamlabs OBS. Et regardez la page. Les trucs sont les mêmes. Il y a même... Il a montré les avis qui sont en dessous de la page, qu'on ne voit pas trop ici, les avis, les faux avis, on peut le dire, parce qu'à gauche, c'est des vrais avis. Ils ont repris les avis qui étaient sur le programme original et ils ont copié-collé. Ils ont juste changé le nom pour leur nom dedans. Oui, c'est abusé. Et après, ils ont rechangé ça. C'est pour ça que je dis que ça n'existe plus, cette page. Ils ont rechangé ça depuis. Parce que déjà les gens ont fait en mode hey, yo, what the fuck, qu'est-ce que vous avez fait là? Et vous avez aussi le service qui a fait un tweet qui a dit hey. Ils ont fait un tweet marrant en réalité, ils ont fait en mode hey, l'habituel hey, je peux juste copier vite fait sur ton devoir là, t'inquiète, je vais changer les trucs. Et en fait, ils n'ont rien changé. Donc ils ont fait un petit peu cette blague là avec. Et depuis, ils ont changé les textes et ils ont donné l'excuse, l'incroyable excuse que c'était juste leur web designer qui avait mis ça en place en attendant. Vous voyez, c'était temporaire. Juste en mode... What? Quand tu fais un truc temporaire, en web design, tu mets le lorem ipsum. Donc, tu mets du texte en latin. Hein, vous avez déjà dû le voir sur un site web. Lorem ipsum, blablabla. Bla, 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 bla. C'est un texte en latin que tous les web designers mettent pour juste voir ce que ça donne s'il y a du texte. Et comme ça vous évite d'écrire n'importe quoi. Là, ils ont pris le temps, l'effort de copier le texte original. Donc, ouais, c'est de la connerie. C'est vraiment, c'est une excuse à 2 balles. Donc, ça, plus, il y a aussi, vous avez Elgato qui est venu, qui a rajouté un peu d'huile sur le feu parce qu'eux, ils ont montré que Streamlabs OBS a une application sur mobile pour contrôler Streamlabs OBS depuis votre mobile. Et ça s'appelle Streamlabs Deck ou Stream Deck. Oui, il me semble, parce que oui, c'est Streamlabs, Stream Deck ou un truc dans le genre. Et du coup, c'est exactement le même nom que le Stream Deck d'Elgato. Donc, yep, pas mal de choses qui posent problème ici, genre vraiment. Donc, je vous dirais, à partir de maintenant, si vous utilisez Streamlabs OBS, switchez. Franchement, comme le dit HipposVox, c'est une excellente vidéo. Je vous la mettrai dans la description si j'y pense, mais HipposVox, c'est un mec qui stream. Bah, il stream techniquement, mais c'est une chaîne américaine, donc il parle anglais.
Il fait tout en rapport avec le streaming et c'est excellent. Franchement, je vous la recommande chaudement. C'est une petite chaîne en réalité, hein, franchement. Là, sa vidéo a fait pas mal de vues, mais des fois, il y a des vidéos qui font pas beaucoup de vues alors qu'elles sont vraiment excellentes. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et du coup, comme il le dit dans sa vidéo, vous ne gagnez rien à utiliser Streamlabs OBS, surtout si vous n'avez rien payé pour Streamlabs OBS. Utilisez OBS Studio. Ça marche mieux, ce sera plus léger bien souvent. Et vous pouvez avoir la plupart des fonctionnalités de Streamlabs OBS dans OBS Studio maintenant. Parce qu'OBS Studio a rattrapé le retard qu'ils avaient et ils ont rajouté la plupart des fonctionnalités que Streamlabs OBS avait réellement au début qui étaient intéressantes. Et surtout, ben, vous n'avez pas d'invitation à payer des trucs et tout ça en permanence. J'utilise Streamlabs OBS personnellement depuis des années. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé, c'est parce que j'avais un problème avec OBS Studio. En réalité, j'avais des lags de rendu à cause d'un certain overlay. Mais après, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça venait... Alors, c'est très spécifique, mais il me semble que ça venait du Camlink. Ce gars-là, d'ailleurs. Le Camlink, quand il y avait une source qui était... Quand le Camlink était affiché, mais que la caméra n'était pas allumée, je ne sais pas pourquoi ça laguait. Donc, ça venait de là, en fait. Très spécifique. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce bug-là. Ne me demandez pas. Bref, dans tous les cas, j'étais repassé sur Streamlabs OBS et finalement, j'avais vu que j'avais le même problème. Donc, ça causait des lags au niveau audio, en fait. C'est surtout ça mon problème. Ça causait des lags au niveau audio. Depuis, j'ai trouvé le fixe. Du coup, je sais que c'est quand la caméra n'est pas allumée que je peux en avoir. Il y avait aussi un autre cas où j'en avais, mais maintenant, je comprends parfaitement le problème. Et du coup, je pourrais switcher en fait sur OBS. C'est juste que j'avais la flemme. Mais honnêtement, je vais le faire maintenant. Je vais repasser sur OBS Studio complètement. Je vais aussi utiliser un autre système d'alerte que celui de Streamlabs OBS parce qu'il ne le mérite pas. J'avais déjà arrêté de prendre des tips sur Streamlabs OBS depuis des années en réalité, depuis plus d'un an maintenant. Mais maintenant, j'ai juste totalement arrêté d'utiliser Streamlabs OBS parce que franchement, quand je vois tout ça, c'est vraiment dégueulasse franchement comme pratique. C'est vraiment dégueulasse. Et il n'y a aucun avantage à prendre eux par rapport à d'autres services maintenant. Vous avez StreamElements pour les alertes qui marche hyper bien, qui vous permet même d'importer les alertes de Streamlabs OBS, il faut le savoir. Et vous avez Postvox qui a fait une vidéo sur comment switcher d'ailleurs, donc n'hésitez pas à regarder. Et du coup, ouais, franchement, je vais switcher parce que là, c'est dégueulasse, franchement. Et du coup, aussi, un truc qu'on pourrait se demander, c'est et Logitech dans tout ça? Est-ce que Logitech n'a pas envie de leur dire de genre éviter de faire des choses qui sont franchement à la limite du légal, parce que franchement, c'est très à la limite, tout ça. Et peut-être que Logitech devrait y regarder. Mais bref, dans tous les cas, si vous avez Streamlabs OBS, essayez de changer. Ce serait une bonne chose, honnêtement. Je pense qu'un bon petit boycott ici ne ferait pas de mal pour leur montrer que les gens ne sont pas d'accord avec leurs pratiques commerciales qu'ils ont depuis des années et littéralement les arnaques qu'ils ont fait auprès de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont, comme j'ai dit, ils ont pris cet abonnement payant pour les trucs de tips et ils l'ont pas vu tout de suite. Ils se sont fait facturer une centaine d'euros. Genre chaque mois, c'était 5 euros, 5 euros, 5 euros. Ils se sont fait facturer des énormes sommes d'argent. Ils ont littéralement volé de l'argent à des gens. Donc, yep, fuck Streamlabs OBS et repassons tous sur OBS Studio. J'utilise déjà OBS Studio pour record, mais c'est juste pour mes streams que j'avais Streamlabs OBS. Donc, yep, je vais repasser entièrement à OBS Studio. Ce sera beaucoup mieux, franchement, en plus. Ensuite, on a une news au niveau de Mediatek qui prépare un nouveau processeur. Donc, ce sera le Dimensity 9000. Ils auraient pu l'appeler le 9001, comme ça aurait été over 9000. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, dommage. Bref, ce sera le premier processeur mobile à utiliser les Cortex X2 de chez ARM. Donc, justement, notamment, on parlait d'ARM juste avant. Ben, un design qui a été fait par ARM, c'est ces fameux cœurs Cortex X2. Donc notamment le Snapdragon 888 utilise un seul cœur Cortex X1 et donc là vous en aurez un seul aussi mais c'est la nouvelle version qui est censée être plus puissant et tout et aussi évidemment il aura des cœurs haute performance, certainement 3 plus 4 cœurs économie d'énergie parce que maintenant vous avez le design sur mobile maintenant c'est le very big big little, c'est vraiment ça en plus, vous avez un gros cœur, quelques bons cœurs et puis des cœur de haute efficacité énergétique. Ça devient vraiment un peu n'importe quoi, mais ça marche plutôt bien, donc on va pas se plaindre. Et du coup, il y a eu quand même quelques... Alors, les benchmarks qu'ils ont fournis sont, comment dire? Oui, genre, donc, dans un programme que je ne connais même pas, vous avez 35% de performance en plus par rapport à un Android flagship, donc un téléphone haut de gamme. Lequel? Comment a été fait le test?
quelle année date cet Android Flagship? Est-ce qu'il date de 2011? Ça pourrait être totalement le cas aussi. Mais bon, ils ont quand même fourni un graphique avec, là par contre, un truc plus intéressant, notamment la puce A15 de Apple. Et on voit que dans Geekbench 5.0, vous avez des performances qui sont, on dirait, juste légèrement en dessous du A15 d'ailleurs. Donc, en réalité, vu que le A15 est très performant, c'est plutôt bon comme résultat. Franchement, il ne faut pas déconner. Donc, yep, ça semble plutôt intéressant. Ça fait quelques années maintenant que MediaTek fait un peu un retour, et c'est cool à voir parce que tout est dominé par Qualcomm. Et notamment, ils ont le Dimensity, c'était 1000 et 1200. Vous avez aussi le 801 et le 700 actuels qui sont franchement bons. J'avais pu le tester notamment dans le OnePlus Nord 2, si vous vous souvenez. C'est basiquement un processeur haut de gamme. Pas aussi bon que les Snapdragon haut de gamme, en tout cas de l'année dernière, mais qui était genre quand même très bon. Et surtout pour le prix, il n'y avait pas mieux, quoi. Donc j'espère que ce Dimensity 9000 sera lui aussi très bon et que plus de fabricants de smartphones vont l'adopter. Il y a quand même des petits problèmes avec MediaTek. Des fois, ils augmentent plus la fréquence pour avoir ces performances, donc se dire que le processeur consomme plus. Après, si c'est fait de manière raisonnable, ça va encore. Il y avait aussi un problème que au niveau driver, c'est pas aussi bien supporté tout ce qui est chipset MediaTek. Notamment, si vous faites de l'émulation, il vaut mieux avoir un Snapdragon. Ça marche beaucoup mieux. Mais le truc, c'est que si personne ne prend des processeurs MediaTek, la situation ne va pas s'améliorer non plus. Donc, c'est aussi ça. Hein, c'est l'œuf et la poule. Hein. Donc, si on veut qu'il y ait des meilleurs drivers sur processeurs MediaTek, il faut plus de gens qui les utilisent. Donc, yep. Donc, j'espère que ce sera le cas. Parce qu'actuellement, on est trop dominé par les Snapdragon. Je dirais même, honnêtement, la raison pour laquelle Apple domine autant au niveau processeur mobile, c'est parce que on manque de concurrence au niveau Android. Parce que vraiment, c'est le cas. À l'heure actuelle, Qualcomm domine tellement, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Ils ont juste besoin de se mettre, oui, plus performants, mais ils n'ont pas besoin de faire des énormes augmentées de performance, quoi. Alors, Apple, je pense, serait toujours pratiquement au top au niveau performance, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont juste les moyens. Mais on devra avoir des meilleurs processeurs. Genre, Samsung devrait mieux faire, mais ils ont un peu du mal. Et surtout, on devra avoir plus d'acteurs pour faire en sorte que Qualcomm soit en mode « Oh, mince, on a de la concurrence, faut qu'on se bouge les fesses, en fait. » Parce qu'à l'heure actuelle, ouais, vous êtes Qualcomm, vous êtes en mode « Ouais, peut-être qu'on va avoir un peu de concurrence plus tard, mais on a juste à faire un peu meilleur, puis ce sera bon. » quoi. Et c'est ce qu'ils font, franchement, depuis quelques temps, à part avec le Snapdragon 888, où là, ils ont fait un peu plus d'efforts. Quand vous regardez le 865, le 860, le 855, le 850, ils sont pas si loin de l'un que l'autre, hein, franchement. Donc, vous voyez qu'ils traînent un peu les pieds. C'est un peu comme Intel, voilà, quelques années, où ils traînaient les pieds. Ils faisaient juste le strict minimum, et puis ils étaient en mode « Oh, c'est bon, hein. De toute façon, on n'a pas de concurrence, donc pourquoi faire un truc hyper performant ?» Donc ouais, j'espère que on aura enfin un peu plus de concurrence. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, ce Dimensity 9000. Si j'arrive à mettre la main dessus, je n'hésiterai pas à vous le tester. Ensuite, on a des news comme quoi AMD va sortir une nouvelle carte graphique. Oui, peut-être qu'ils devraient se concentrer à en fabriquer plus d'abord, mais bon, bref. Ce sera la 6500 XT, donc la petite sœur de la 6600. Elle devra avoir 1024 stream processors. Et vous avez aussi une RX 6400 qui devra arriver aussi également. Mais la plupart des rumeurs sont actuellement sur la 6500 XT notamment. Du coup, qu'est-ce que ça donne par rapport à leur grande sœur notamment? Donc la 6600 avait 1762... 1792 coups d'accord. Stream processeur, basiquement un peu la même chose en réalité. Donc vous voyez que c'est quand même une sacrée diminution. Et surtout que la 6600 avait quand même une bonne fréquence. Donc je dirais que là... bon, elle aura certainement une assez haute fréquence, cette 6500 XT. Donc vu que la 6600 est en dessous d'une 3060, je pense qu'on devrait voir que la 6500 XT se place certainement au niveau de l'ancienne 2060. Ce serait le plus logique, la RTX 2060. Surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi la RTX 2060 va revenir. Oui, elle va renaître de ses cendres. Et il y aura un modèle 12 Go qui va sortir de je ne sais où. Donc, ma foi, ce serait logique d'avoir une autre carte pour concurrencer. Ou alors, c'est tout simplement pour concurrencer les RTX 3050 qui vont arriver sur PC fixe aussi. Il y a des rumeurs comme quoi elles arrivent, enfin, finalement. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui font des petits PC.
Après, encore faut-il qu'elle soit en stock. Mais bon, elle aurait 4 Go de RAM, d'ailleurs, 4 Go de GDDR6. Donc, ouais, c'est une carte d'entrée de gamme maintenant, on peut le dire. Même pas de milieu de gamme, franchement. Avec 4 Go de GDDR6, c'est de l'entrée de gamme maintenant. Donc, si on avait été dans un monde normal, cette carte aurait coûté certainement en dessous de 200 €. Elle aurait coûté, 189 € ou autre chose. Maintenant, vu la situation actuelle, à mon avis, cette carte va être annoncée à, allez, 250, 260 €. Et puis, elle sera disponible en stock sur les sites pour 400 € certainement. Donc, ouais. En gros, ça ne va rien changer. C'est toujours la merde. Et ce genre de carte en particulier, genre... La 6600, on en a parlé. Je l'ai testée. Pas hyper intéressante. Et pourtant, elle a quand même 8 Go de GDDR6. Elle est déjà plus future-proof. Donc, cette 6500 XT va être vraiment inintéressante pour beaucoup de gens. Le seul intérêt de la 6600 que je vois, moi, c'est son TDP qui est vraiment bas. Genre, elle consomme vraiment pas beaucoup. Moins qu'une 3060. Donc, pour quelqu'un qui voudrait faire un mini PC ou autre chose, ou qui veut juste une carte très efficace au niveau énergétique, mais qui arrive quand même à jouer, c'est une bonne carte pour lui. Mais, pour le reste, non, totalement pas. Donc, c'est déjà mauvais pour la 6600, donc imaginez pour la 6500. Et la 6400, ouais, j'ose même pas en parler, quoi. Donc, elle devrait avoir moins de 75 watts, d'ailleurs. Donc, ça devrait être une carte qui n'a pas de connecteur PCI Express. Donc, en réalité, ça peut être intéressant si elle est performante. Parce que ça vous donnerait une option pour avoir une carte que vous pouvez mettre dans des anciens PC achetés sur eBay. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, si vous vous souvenez. Et c'est toujours valable, hein, d'ailleurs. J'ai encore regardé récemment. Vous avez une nouvelle vague de Dell Optiplex qui a été lancée sur eBay. J'ai vu notamment avec des Core i5 4500. Où vous pouvez les avoir pour... J'en ai vu un, il était à 90 €, je crois. Le PC en entier. Presque en entier. Et du coup, 90 €, franchement... Alors oui, c'est pas le PC le plus récent, mais c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Vous rajoutez une petite RX 6400 qui, normalement, consomme moins de 75 watts. Donc, vous n'avez pas besoin de connecteur PCI Express d'alimentation. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez juste la mettre dans le boîtier et hop, vous avez fini. Et vous avez un bon petit PC de jeu, franchement. Donc, yep, celle-là, limite, devrait être intéressante. Maintenant, je pense pas que la 6500 XT, elle consommera de moins de 75 watts. À mon avis, elle va être à... En toute logique, elle sera à 90, 100 watts peut-être. Vu qu'ils vont certainement booster un peu la fréquence pour compenser le manque de stream processor, elle devrait consommer plus. Donc, faudra voir. Donc, celle-là sera certainement inintéressante. À ce moment-là, si vous devez mettre un adaptateur pour l'alimentation, vaut mieux prendre la 6600 qui sera meilleure, mais qui est toujours pas très bonne. Je parle juste meilleure en termes d'efficacité énergétique, hein, je tiens à le préciser. Donc, ouais. Et si vous arrivez à les trouver, parce qu'encore une fois, le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun stock, en fait. Et c'est des nouvelles cartes qui sortent, mais au final, on les voit pas, quoi. Genre, vraiment, la 6600 XT en particulier, je n'ai jamais vu de 6600 XT. J'ai testé la 6700 XT, j'ai testé la RX 6600, je n'ai jamais vu une 6600 XT. Pour moi, honnêtement, vous me diriez qu'elle n'existe pas, je vous croirais, parce que franchement, j'en ai jamais vu une. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vous propose un mini-test très rapide de ces écouteurs Black Shark, dont je me souviens pas exactement le nom, ils ont un nom un petit peu bizarre, oui, Black Shark, bizarre. Bref, ce sont des écouteurs in-ear Black Shark, donc ils se mettent dans votre oreille et normalement permettent d'avoir quand même un bon contact autour de l'oreille pour isoler un petit peu le son. Ils sont faits pour le gaming, normalement, comme le dit Black Shark. Donc, notamment, ils ont une basse latence, mais ils sont toujours connectés en Bluetooth 5.2 d'ailleurs. Donc, ne vous attendez pas à des vraies basses latences comme sur PC avec des technologies propriétaires. Je pense notamment celle de Corsair ou celle de SteelSeries ou même Logitech, où là, c'est carrément des technologies propriétaires. C'est pas de Bluetooth. Et là, vous avez vraiment des basses latences. Ici, vous en avez. Vous en avez quand même. Ne vous attendez pas à des miracles. Ça reste du Bluetooth. Maintenant, ils utilisent parmi les meilleurs codecs qui offrent vraiment les meilleures latences, en tout cas les plus basses. Donc, c'est réellement ce qui se fait de meilleur pour le Bluetooth, mais yep, c'est pas fait selon moi totalement pour le gaming. Ou un petit jeu mobile, oui, ça va. Mais pas un jeu de rythme sur mobile. Abandonnez juste tout espoir d'utiliser pour ça. Bref.
Dans tous les cas, ils ont un design plutôt sympa. Donc, vous avez une petite boîte de transport qui s'ouvre et c'est assez satisfaisant de juste, hop, refermer, je trouve. Et vous avez des petites LED, comme vous pouvez voir. Dès que vous ouvrez la boîte, d'ailleurs, vous avez juste à aller dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et vous devriez les voir normalement. Et une fois qu'ils sont connectés, vous pouvez les sortir et les mettre dans votre oreille. C'est très bien indiqué qui est à gauche, qui est à droite. Donc ça, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Ils sont aussi sympas au niveau design. Donc comme vous pouvez voir, ils ont une petite forme qui ressort beaucoup, donc qui abrite certainement tout ce qui est au niveau batterie. Vous avez aussi des contrôles tactiles quand vous tapez dessus. Donc ça marche plutôt bien. Et dans la boîte aussi, que j'ai juste ici, vous aviez évidemment un connecteur USB type C pour recharger vos écouteurs. Et vous avez un port USB type C sur le petit truc de chargement, justement. Et vous avez aussi des différents ear tips que vous pouvez mettre. Donc, c'est les trucs que vous mettez sur le earbuds pour tout simplement coller mieux à votre oreille. Donc, il y en aura pour à peu près tout le monde, honnêtement. Donc, il y a tout ce qu'il faut ici déjà. Maintenant, le plus important, qu'on a toutes ces fonctionnalités de base, selon moi, que tout écouteur devra avoir. Qu'est-ce que ça donne au niveau sonore? Alors, ils sont bien, mais ils ne sont pas parfaits. L'un des deux des gros problèmes que vous avez au niveau audio, c'est qu'ils ont trop de basses, beaucoup trop de basses. Genre, les basses sont déformées, donc ça, c'est dommage. Mais après, c'est des réelles basses, par contre, genre, avec le fait qu'ils collent bien à votre oreille et tout ça, c'est des réelles basses, c'est juste qu'il y en a trop, quoi. Et vous avez aussi un problème qu'il manque de mid, donc entre 2000 et 3000 MHz, donc plutôt Hertz. La fréquence de la voix, il y a un gros problème. Donc là, vous entendez moins bien les voix des fois. Donc notamment, ça peut être distrayant selon moi pour certains genres musicaux où la voix est très importante. Et peut-être même dans des jeux vidéo, si vous avez un dialogue, vous l'entendriez moins bien parce qu'il y a des explosions autour de vous, certainement. Donc ouais. Donc il y a un drôle d'équilibrage au niveau sonore, je trouve. Maintenant, le truc, c'est que si vous avez des logiciels ou en tout cas des applications qui ont le support des EQ, donc notamment vous pouvez régler, genre mettre plus ou moins de base, vous pouvez retirer un bon petit son de ces écouteurs. Et un dernier avantage qu'ils ont, honnêtement, franchement, quand je les ai vus, j'étais en mode, oh, ok, ils doivent coûter genre 60 €. Le truc, c'est qu'ils coûtent moins cher que 60 €. Donc normalement, ils sont vendus 40 €. Leur prix annoncé, mais ils sont souvent moins chers que ça. Je les ai vus à 30 €. Et là, ils sont en promotion actuellement à 24 € sur Amazon. Donc, pour ce prix-là, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous aimez les basses, vous adorez les basses, et vous voulez une paire d'écouteurs qui est plutôt pas mal, qui a une bonne autonomie avec la boîte d'ailleurs, jusqu'à 35 heures. La boîte est plutôt compacte aussi, donc ça, c'est cool. Bah, ça peut valoir la peine, franchement. Ce ne sera pas les meilleurs écouteurs que vous ayez jamais eu, franchement, ou jamais écouté. Mais c'est une bonne upgrade par rapport à les écouteurs intégrés, bien souvent de beaucoup de smartphones. Ou si vous faut vite fait une paire d'écouteurs pour monitorer un peu vite fait quelque chose, ça peut valoir la peine, franchement, surtout pour ce prix-là. Du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Samash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera après une prochaine vidéo et je vous dis ciao, ciao.